Le 13 juin 1980, il est 23 h dans la petite ville de Wylie, située à quelques minutes de Dallas aux États-Unis, quand Alan Gore, qui est en voyage d'affaires, tente d'appeler sa femme Betty, qui est restée à la maison, pour prendre de ses nouvelles. Après plusieurs appels qui ne donnent rien, il demande à quelques voisins d'aller vérifier si sa femme se porte bien, mais en rentrant dans la maison des Gore, ses voisins ne se doutent pas une seule seconde de la macabre découverte qu'ils s'apprêtent à faire. Car en fouillant un peu plus dans la maison, ils finissent par tomber nez à nez avec le corps de Betty Gore, 30 ans, allongée dans la buanderie, complètement ensanglantée et entaillée. Il ne faut que quelques secondes pour comprendre qu'un meurtre a eu lieu dans cette maison il y a seulement quelques heures. Et la personne qui a fait ça ne s'est pas seulement contentée de tuer Betty, mais elle s'est acharnée sur son corps. Mais alors qui aurait pu s'en prendre à cette jeune mère de famille qui ne semblait pas faire de vagues et qui semblait appréciée par son entourage? Mais surtout, que s'est-il passé ce 13 juin 1980 qui a abouti à un meurtre d'une violence aussi extrême? C'est ce que je vous invite à voir dans cette vidéo qui va beaucoup faire débat, je pense, car aujourd'hui on s'attaque à l'un des procès les plus controversés du XXe siècle, celui de Candy Montgomery. Betty Eileen Pomeroy naît le 9 janvier 1950 à Norwich, dans l'État de Kansas, aux États-Unis. Fille de Bertha et Bob Pomeroy, elle grandit au sein d'une famille ouvrière traditionnelle aux côtés de ses deux frères et sœurs. À l'époque, les gens la décrivent comme une jeune fille très jolie, très gentille, très agréable, et ce qui fait d'elle une fille très populaire dans sa ville natale. Quand elle rentre à l'université, Betty rencontre Alan Gore, qui n'est autre que son professeur de maths, et les deux vont rapidement tomber amoureux. Et pour être honnête, quand les deux vont commencer à se fréquenter, beaucoup de personnes vont se demander ce que Betty trouve à Alan. Car c'est un homme petit, un peu snob, avec une chevelure dégarnie, pour ne pas dire une calvitie. En gros, selon la famille et les amis de la jeune femme, Alan n'est pas assez beau pour sortir avec Betty. Mais l'amour ne s'explique pas et le couple se marie en 1970. Quelques années plus tard, ils finiront par déménager à Wylie, une banlieue de Dallas, qui compte pas plus de 5000 habitants, pour accueillir leur première fille, Alyssa. Alan entame un nouvel emploi chez Rockwell International et Betty commencera un travail d'enseignante en 1976. D'un point de vue extérieur, Alan et Betty semblent former un couple normal. Ils sont stables financièrement, ils élèvent leur fille dans une belle maison, ils s'entendent très bien avec leurs voisins et vont à l'église tous les dimanches. Mais pourtant, ce que les gens ne voient pas, c'est que le couple traverse une phase difficile. En effet, Alan, à cause de son travail, doit régulièrement partir en mission et donc s'absenter de la maison pendant quelques jours, laissant Betty toute seule. Et en plus, si on rentre dans la vie intime du couple, leur vie sexuelle est quasi inexistante et les rapports du couple sont plats et sans passion, ce qui frustre beaucoup Alan. Et ne supportant pas la solitude, Betty va suggérer à son mari qu'il est temps pour eux d'avoir un deuxième enfant. Alan accepta et Betty va parfaitement planifier sa grossesse pour faire en sorte qu'elle accouche en été pendant les vacances scolaires afin qu'elle n'arrête pas son travail pendant la grossesse. Car déjà qu'elle s'ennuie au quotidien, si en plus on lui enlève son travail, c'est terrible. Et c'est comme ça que Bethany Gore, la deuxième fille du couple, verra le jour en juillet 1979. Bon voilà, maintenant que leur deuxième enfant est né, Betty devrait arrêter de se sentir seule et cela devrait probablement renforcer le couple. Eh bien, pas vraiment. Car comme je vous le disais tout à l'heure, Alan est très frustré de sa vie sexuelle avec Betty, qui est inexistante, et avec la naissance de leur deuxième enfant, ça va pas changer grand-chose. Et malheureusement, avec tout ça, Alan va finir par se rapprocher d'une autre femme, et cette femme, c'est Candy Montgomery. Candace Lynn Wheeler, dit Candy Montgomery, est une mère au foyer de 30 ans qui depuis peu a déménagé à Wylie avec son mari Pat Montgomery et ses deux enfants. Et Candy était une jeune femme très jolie, très joviale, très sympathique et bénévole pour l'église, ce qui fait que tout le monde la connaissait et tout le monde l'appréciait dans la commune. La famille Montgomery et Gore vont se rencontrer à l'église lors d'une messe et Candy et Betty vont devenir amies très rapidement. Mais le truc, c'est que Candy, elle aussi, s'ennuie dans son mariage avec Pat et selon elle, elle est trop jeune pour se priver d'expériences sexuelles et c'est pour cette raison qu'en plus de se rapprocher de Betty, elle va aussi se rapprocher de son mari Alan et les deux vont commencer une relation extra-conjugale qui va durer presque un an.
Ils vont commencer à se fréquenter en décembre 1978, mais vont décider d'arrêter en octobre 1979, après que Betty ait accouché de leur deuxième enfant. Et depuis qu'Alan et Candy avaient décidé de stopper la relation, les deux familles semblaient heureuses, chacun de leur côté. Voilà, on aurait pu penser qu'il s'agissait d'une simple histoire de tromperie, d'un écart de la part d'Alan et Candy, et qu'après ça, chacun pourrait reprendre leur vie avec leurs conjoints respectifs. Mais malheureusement, tout va basculer le jour où Betty va confronter Candy au sujet de cette liaison. Car Betty n'est pas stupide et elle voit bien que son mari s'est bel et bien rapproché d'une autre femme. Et en plus, elle sait que le bonheur du couple n'est qu'une façade, que leur vie sexuelle est vide et qu'Alan est frustré. Et donc, il ne lui en faut pas plus pour comprendre que son mari la trompe. Et c'est le 13 juin 1980 que Betty va créer cette confrontation. Car ce jour-là, Candy est venue frapper à la porte des Gore pour récupérer le maillot de bain de la fille de Betty et Alan, Alyssa, qui avait passé la nuit chez les Montgomery. Les deux femmes ont discuté un petit moment jusqu'à ce que Betty pose la question fatidique à Candy et lui demande si elle a bel et bien eu une liaison avec son mari. Mais le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, on ne sait pas réellement ce qu'il s'est passé. Mais ce qu'on sait pour sûr, c'est qu'une violente dispute a éclaté entre les deux jeunes femmes. Mais comment une telle dispute entre ces deux amies aurait-elle pu si mal finir jusqu'à ce que Candy s'en prenne physiquement à Betty? Car la suite, vous la connaissez. Alan, qui est en voyage d'affaires, tente d'appeler sa femme qui ne répond pas. À 23h, il demande alors à plusieurs voisins d'aller vérifier si sa femme va bien. Mais 3 d'entre eux découvriront une scène qui probablement les traumatisera à vie. Car quand ils pénètrent dans la maison, ils entendent les cris d'un bébé. Le nouveau-né de Betty et Alan, Bethany, est là, seule dans son berceau, dans une maison complètement vide. Quand ils avancent un peu plus, ils découvriront le corps de Betty Gore, inerte, ensanglanté et totalement saccagé. Juste à côté du corps se trouve une hache et ils comprennent rapidement que cette hache est probablement l'arme du crime, mais que la personne qui a fait ça ne l'a pas simplement assassinée, mais elle s'est acharnée sur elle. Les secours et la police sont immédiatement alertés et la maison est bouclée. Et quelques jours plus tard, l'autopsie révélera que la jeune femme a reçu 41 coups de hache. Et les experts médicaux ont noté que la plupart des blessures avaient été infligées alors qu'elle était déjà inconsciente, mais que son cœur continuait quand même de battre. Une enquête débute alors pour savoir et comprendre qui a pu s'en prendre à la jeune femme avec une telle violence. Au début de l'enquête, les enquêteurs pensent que c'est un vagabond ou un SDF qui aurait pu tuer Betty, mais cette piste est rapidement abandonnée car la jeune femme a reçu 41 coups de hache, dont 28 au visage, ce qui laisse croire que l'assassin connaissait bien sa victime et que pour une quelconque raison, il s'est acharné sur elle. Ensuite, les enquêteurs vont s'intéresser à Alan, son mari, car oui, il était en voyage d'affaires, mais il aurait pu très bien la tuer au petit matin et partir comme si de rien n'était. Alan sera interrogé et bien qu'il avouera que son mariage n'allait pas très bien et qu'il s'était même disputé la veille de son départ, il sera rapidement blanchi car une empreinte de pouce et d'une paire de chaussures ont été retrouvées sur le lieu du crime et aucune de ces deux empreintes ne correspondent à celle d'Alan. Après cet interrogatoire, il est donc exclu de la liste des suspects. Mais le lendemain, il va recontacter la police pour leur avouer un détail qu'il a oublié d'omettre, car pendant presque 1 an, il a eu une liaison extra-conjugale avec Candy Montgomery, une voisine et amie du couple. Les enquêteurs vont donc commencer à suspecter Candy, d'autant plus qu'un témoin dira avoir vu la jeune femme sortir de la maison des Gore le jour du meurtre. Candy Montgomery sera donc interrogée et elle expliquera être venue chercher un maillot de bain pour la fille de Betty qui avait dormi chez elle la veille, que les deux femmes ont discuté un petit peu, mais qu'elle est vite partie pour aller donner des cours bibliques aux enfants. Voilà, tout simplement. Car oui, personne ne va soupçonner Candy d'avoir commis un tel acte, car la jeune femme est tellement gentille, bienveillante et surtout bénévole pour l'église. Jamais une femme d'une telle envergure pourrait commettre un crime aussi violent. Mais après l'interrogatoire, les enquêteurs vont quand même prendre les empreintes de Candy pour les tester avec celles découvertes sur la scène de crime. Et à la surprise générale, les empreintes de Candy Montgomery matchent avec les empreintes du tueur. Les enquêteurs obtiennent donc un mandat d'arrêt et la jeune femme est arrêtée le 27 juin 1980, soit 14 jours
après le meurtre. Après son arrestation, plusieurs bleus seront découverts sur son corps, ce qui laisse croire qu'une violente dispute a bel et bien éclaté entre les deux jeunes femmes. Et quand Candy Montgomery est arrêtée, personne ne comprend ce qui se passe, car les deux femmes étaient amies, leurs enfants étaient amis, et encore une fois, comment une femme comme Candy peut être liée à une affaire de meurtre. Eh bien, en octobre 1980 va démarrer l'un des procès les plus controversés de l'époque, car Candy va bel et bien avouer avoir tué Betty, mais elle plaidera la légitime défense. Dans le procès qui s'ouvre en octobre 1980, Candy avouera le meurtre, mais selon elle, elle n'a fait que se défendre car c'est Betty qui a tenté de la tuer. Elle racontera que ce fameux 13 juin 1980, lorsque les deux femmes discutaient, Betty lui demanda si elle avait eu une liaison avec son mari. Candy lui aurait avoué la vérité en lui disant que oui, ils ont bel et bien eu une relation pendant plusieurs mois, mais que tout ça était terminé. Et selon sa version, c'est à ce moment-là que Betty, remplie de colère, aurait attrapé une hache et aurait menacé de tuer Candy. Une violente dispute a alors éclaté entre les deux femmes et Candy aurait réussi à récupérer la hache pour s'en servir contre Betty, dans l'unique but de se défendre. Mais après ces aveux qui tiennent la route, tout le monde se pose la même question: comment une personne peut-elle infliger 41 coups de hache à quelqu'un lorsqu'il s'agit de légitime défense? Et la question a raison d'être posée, et c'est là que va se créer le débat entre ceux qui sont d'accord avec la légitime défense et ceux qui pensent qu'elle ment et que le meurtre était intentionnel. Et pour comprendre comment une personne peut infliger 41 coups de hache dans ce contexte, l'avocat de la défense, Don Crowder, a fait venir un psychiatre, le docteur Fred Faison, qui a témoigné que Candy a eu une réaction dissociative pendant cette fameuse altercation. Car pour mieux comprendre la réaction impulsive de l'accusé, le docteur Faison a utilisé l'hypnose, ce qui a aidé Candy à déballer des moments de traumatisme émotionnel qui remontent à l'âge de 4 ans, et notamment avec sa mère. Car en effet, quand elle était plus jeune, la mère de Candy la faisait souvent taire en lui disant des mots comme « chut » ou « tais-toi », et c'est exactement ce qu'il s'est passé ce jour-là. Car à un moment donné, pendant la dispute, Betty aurait prononcé ce fameux mot « chut », ce qui aurait déclenché une réaction émotionnelle profonde chez Candy, activant ce traumatisme d'enfance. Pour mieux comprendre, il faut savoir qu'une réaction dissociative se caractérise par une sorte de détachement de soi où l'on n'est plus vraiment soi-même. Et les psychologues disent que dans une telle situation, la personne se sent ou agit comme si l'événement traumatisant se reproduisait. Ce qui veut dire que l'esprit et le corps ne sont plus connectés, ce qui aurait poussé Candy à reproduire ce geste plusieurs fois sans vraiment s'en rendre compte. Durant le procès, Candy raconte qu'elle ne sait pas vraiment combien de fois elle a battu son amie et elle précise qu'elle n'avait pas l'intention de la tuer. Lorsque l'arme du crime, la fameuse hache, sera montrée dans la salle d'audience, Candy sera incapable de la regarder. Elle avouera plus tard qu'après ce meurtre, elle est allée prendre une douche dans la salle de bain de Betty et qu'elle a repris le cours de sa journée. Elle est allée déjeuner avec des amis, est allée chercher ses enfants à l'école et elle est allée chercher Alyssa à l'église, ce qui explique pourquoi la fille aînée de Betty et Alan n'était pas à la maison ce jour-là. Le 30 octobre 1980, un jury composé de 3 hommes et 9 femmes doit se prononcer et doit décider si Candy Montgomery a bel et bien agi en légitime défense ou si ce meurtre était intentionnel. Après 3 heures de délibération et un total de 6 votes secrets pour arriver au verdict final, le jury a enfin rendu sa décision et Candy Montgomery sera acquittée du meurtre de Betty Gore, les jurés ayant conclu qu'il s'agissait de légitime défense. Et je vous le disais, ce procès fait beaucoup débat et beaucoup de personnes sont scandalisées de voir Candy s'en sortir librement car selon eux, le nombre de coups infligés laisse perplexe sur la théorie de la légitime défense. Et une foule se présentera à la sortie du tribunal en criant « assassin » et « meurtrière ». En quittant la salle d'audience, Alan Gore secouera tristement la tête mais refusera de faire une déclaration à la presse. Quant au père de Betty, Bob Pomeroy, il exprimera sa déception face au verdict en disant « En ce qui me concerne, justice sera rendue, elle doit vivre avec. Je ne dirai pas que je suis satisfait du verdict, nous savons pas ce qu'il s'est passé
et nous ne le serons jamais. Après avoir été acquittée, Candy Montgomery a quitté l'état du Texas pour s'installer dans l'état de Géorgie avec son mari Pat, qui d'ailleurs l'a soutenu tout au long de l'affaire, et ses 2 enfants. Malheureusement, le couple aurait divorcé 4 ans plus tard et Candy aurait repris son nom de jeune fille, Wheeler. Et aujourd'hui, elle serait devenue conseillère en santé mentale. Pas sûr que ça soit le meilleur emploi. Alan Gore, quant à lui, s'est remarié peu de temps après la mort de Betty avec une femme, Helen Clift, mais le couple n'aura pas duré très longtemps. Et on ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé, mais par la suite, Alan a perdu la garde d'Alyssa et de Bethany, ses 2 filles, qui sont allées vivre chez les parents de Betty. Aujourd'hui, Alan vivrait actuellement à Sarasota, en Floride, avec un partenaire domestique. Aujourd'hui, Candy Montgomery est certes une femme libre, mais qui devra vivre avec ce qu'elle a fait, car seule elle connaît la vérité sur ce qui s'est réellement passé ce jour du 13 juin 1980. Et nous, en tant que spectateurs, nous devons juste se contenter du verdict qui a été rendu et se dire que ces 41 coups de hache ont été infligés dans l'unique cas de la légitime défense. Et c'est comme ça que se termine l'affaire Candy Montgomery, affaire qui a fait naître un procès qui a beaucoup divisé à l'époque, et j'ai très hâte d'avoir votre avis sur cette histoire. Selon vous, est-ce que Candy a bel et bien agi en légitime défense, ou est-ce qu'elle mériterait aujourd'hui d'être derrière les barreaux? N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de les lire. Et on en a un peu parlé dans cette histoire, mais le fait que Candy soit une belle femme, propre sur elle, bénévole pour l'église, ça a beaucoup joué en sa faveur. On va pas se mentir, si elle avait été pauvre, seule, divorcée ou même surtout une femme noire, je suis pratiquement sûre qu'aujourd'hui elle serait en prison. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette histoire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, oxa-YTB. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye!